tous ces candidats qui viennent ici dire voilà, moi c'est le collège Nobel. D'ailleurs, il faut aussi rappeler aux gens, le prix Nobel, c'est un collège des Norvégiens quelque part. Donc ce n'est pas quelque chose, les gens veulent croire que c'est l'alpha et l'oméga. C'est la fierté de la nation. Écoutez, moi je ne dis pas le contraire. Le prix Nobel, c'est comme le Mwanamboka de mon grand frère qui. Je l'ai dit, oui, c'est comme le Mwanamboka de mon grand frère. Écoutez, je vous dis pas, les gens pensent prix Nobel, c'est comme M. Alfred Nobel. Il est qui? C'est un individu. Okay. Alfred Nobel, c'est un individu. Donc ce n'est pas une fierté, hein? Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ceci. Il faut que les gens puissent expurger de leur tête que le prix Nobel, c'est l'alpha et l'oméga, c'est l'Eldorado. En clair, c'est rien d'important. Moi, j'ai dit tout simplement, il ne faut pas que les gens fassent cette masturbation intellectuelle, croire que si quelqu'un est prix Nobel, c'est intouchable, il est... Non, archi faux, c'est une fausse lecture. Il faut que cela soit expurgé de nos têtes et de nos cervelles. Monsieur Alfred Nobel, oui, c'est quelqu'un qui a aussi fait des merveilles, un ancien norvégien, tout ça. Il a créé son collège, toute son académie. Non, c'est un peu ça. C'est comme Mwanamboka. C'est comme le trophée Mwanamboka, c'est comme le trophée excellent Ndula Wak. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est similaire, c'est pareil. Mais ils évoluent par essai-erreur, ils évoluent à tâtons. Est-ce que Tomeka Oyesimbi, bon, tout continue. Oyesimbi, c'est tout ce qu'ils ont fait pendant les 5 dernières années. Dites-nous sur quel plan est-ce que M. Félix Tshisekedi a pris des initiatives et les initiatives vont aboutir. Tout ce qu'il a fait comme inauguration sont de la responsabilité du régime de Maître Joseph Kabila. Tout ce qu'il a fait comme inauguration. Il n'y a rien qui est de son fait. Même les sous des moutons seraient une initiative de Zoé Kabila. Nous appelons. Il y a un candidat qui vous dit, écoutez, moi, qui a présenté même il semblerait 3 attestations de naissance. L'une juive, l'autre israélo. Donc, ouais, ce sont des candidats de l'étranger. Je suis heureux quand même que Tshibambe ait pu citer quelques camarades avec qui il a fait ses études. J'attends jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu quelqu'un se prévaloir d'avoir fait des études, d'avoir été camarade de M. Félix Tshisekedi pour des études. Je serais heureux de connaître un ou deux. Il y a des vidéos qui circulent, non? Si, après l'émission, je vous enverrai quelques vidéos des camarades de Félix Tshisekedi ensemble quand il est allé voir, même au bas pour moi. Non, c'est juste pour l'école primaire. Non, vous avez dit, vous n'avez pas spécifié. Si c'est pour vous n'avez pas spécifié. Si c'est pour l'éducation des bases, on peut être d'accord. Mais bon, là, vous parlez, comme je vous ai pris pour exemple, je parlais d'un cursus universitaire. Et pour votre gouverneur, Félix Tshisekedi est docteur, hein? L'Université d'Israël, vous connaissez très bien. Vous ne le connaissez pas? Non, vous voulez, je relance. Non, c'est juste, je donne sur la matière. Donc, si vous voulez que nous soyons dans ce terrain, nous essaierons. On va en débattre. Ça serait curieux de récuser le titre de prix Nobel et de mettre en avant un prix de docteur honoris causa qui est justement... Je préfère être conféré par une grande université du monde, plutôt par un collège comme prix Nobel, comme collège Nobel, comme Ndula Award. Je préfère être... Papa, une grande université en Israël, monsieur, qui a une notoriété. Juste après, vous parlez du collège Nobel, d'Alfred Nobel, un individu. Ça, c'est votre expression. Cher ami, soyons sérieux. Ces minutes, il n'y a pas lieu d'interférer. Évoluons. Sérieux. Voilà, on ne peut pas récuser un prix Nobel et puis mettre en avant un prix docteur honoris causa qui repose quasiment sur rien, qui soit la prestation de 3 ou 4 personnes festives dans une université. Vous voyez comment mon co-débatteur a méprisé l'éducation, comment il a méprisé l'enseignement, comment il a vilipendé. Pour lui, ça ne représente rien, pour lui, ça ne vaut rien. Mais c'est le seul baromètre que nous avons pour évaluer les compétences des gens. C'est le seul que nous avons. À part ça, on n'a pas d'autre. L'expérience et l'éducation, ce sont les seuls baromètres. Nous avons posé la question il y a 40 ans, vous étiez où, vous faisiez quoi? Si au moins vous dites vous étiez à l'université, vous appreniez, on va voir la présomption de connaissances que vous pouvez dégager. Ou alors vous pouvez nous dire, voilà, j'ai travaillé dans une grande entreprise, telle qu'ExxonMobil, la première entreprise pétrolière au monde, ou alors que j'étais à l'université Paris 2 avec Noël Tchani et les autres. On aurait quand même entendre ça, ça nous conforterait. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Et je comprends pourquoi aujourd'hui ils ont détruit le système éducatif avec leur gratuité à 2 balles, comme j'aime le dire, où nos enfants n'apprennent plus rien.
On se retrouve pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Bon mercredi à vous tous et à vous qui êtes branchés. Des invités sur ces plateaux, des tendances différentes. Eh bien, le pouvoir est représenté par l'entremise de M. Emmanuel Tshibambe, qui du reste est de l'UDPS, cadre au sein de cette formation politique. De l'autre côté, c'est plutôt nouvelle, je vais dire, la Mouka SID. Eh bien, nous aurons le plaisir de recevoir M. Yves Badjogo, au cadre également au sein de l'SID. Ensemble, nous allons vous parler République. Vous êtes sans ignorer qu'il y a une polémique qui sévit à nos jours dans le chef de nos candidats ou encore les autorités du pays, ceux-là qui sont candidats à la présidentielle de 2023. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également des élections. Bon, oui, c'est un rapport avec tout ça d'ailleurs. Et nous allons aussi évoquer la question en rapport avec l'insécurité et qui sévit au pays. Dernière sortie médiatique de John Numbi continue à faire couler encre et salive et nous allons vous en dire plus. Je m'en vais et saluer mes invités en commençant par Emmanuel Tshibambe, à qui j'ai dit bonjour et bon mercredi à vous. Bonjour Galanké, bonjour à tout le monde, aux téléspectateurs et à mon co-débatteur. Heureux de vous retrouver, ça fait longtemps Emmanuel, c'est un plaisir de vous retrouver encore. Yves Badjogo, vous portez sur ces plateaux la voix de Martin Fayoulou, vous représentez les idées sur ces plateaux, vous êtes la Mouka. Merci d'être là et bon mercredi à vous. Merci, je vous remercie pour l'invitation. D'accord. À l'entrée de jeu, nous allons parler de ce qui se passe. Il y a une polémique, en croire certains. Juste après le dépôt de sa candidature, le président avait lancé un message à la population congolaise d'être vigilant, d'être prêt, de ne pas accepter les candidatures des étrangers ou encore des candidats qui nous proviennent de l'étranger. Du coup, il y a eu réaction de Denis Mukwege qui pense que c'était lui la cible, il a réagi. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que le président a raison ou bien, en tant que compatriote, surtout les garants de la nation, il y avait lieu de laisser tous les candidats s'exprimer librement? Moi, je pense que Galanké, notre pays traverse des moments de turbulence, de turpitude. Et surtout, nous connaissons très bien, à la veille des échéances électorales, comment est-ce que la température augmente dans notre pays. Il était impérieux que le président fasse cette déclaration, dont moi je soutiens et je martèle du reste. Et vous savez, nous avons, je l'ai toujours dit, notre pays, l'un des problèmes qui aujourd'hui qui gangrène notre pays, c'est aussi notre constitution. Ça, je le dis. Cette constitution a été conçue, a été faite dans une rapidité extrême. Donc, je l'ai toujours dit, moi j'ai toujours fustigé tous les députés, y compris mon aîné Martin Fayoulou et les autres, les Franck Diongo, les Délices Sanga. Il n'y avait pas lieu que cette constitution soit rédigée en tant que telle. Bon, qu'à cela ne tienne, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire à l'époque. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous estimons que, même la Bible nous le dit, lorsqu'il y a un doigt qui vous conduit dans les péchés, il faut savoir comment le supprimer, comment l'amputer. Donc, moi, je pense que, si je dis ça, c'est mon entendement. C'est votre point de vue, oui. Oui, c'est mon point de vue. D'ailleurs, c'est aussi un de mes projets, parce que je suis candidat député pour le compte de mon parti à Lukunga. Si jamais... 4-8-8. Comment? 4-8-8. Merci beaucoup. Alors, moi, je ne vais pas répéter, parce que si je le dis, on dirait que je fais ma campagne. Mais heureusement que ça vient de vous. Alors, disais-je, c'est l'un de mes projets. Quand je serai élu, parce que je crois bien l'être, si mes amis, mes compatriotes de Lukunga me font confiance et qu'ils m'élisent leurs députés, leurs représentants au sein de l'hémicycle, en tout cas, je porterai vraiment leur voix. Vous allez veiller à ce qu'il y ait je vais me battre mort du cul. Moi, je ne parle même pas de la révisitation. Moi, je vais me battre mort du cul, ça je le dis, pour que nous basculons dans la 4e République. Il faut que cette constitution soit vraiment refaite du fond à comble. J'ai vraiment parcouru tous les articles. J'ai compris qu'il y a eu quelques articles qui font mal au pays. Bon, ce n'est même pas ça le sujet. Alors, lorsque le chef de l'État dit qu'il n'acceptait pas les candidatures de l'étranger, parce que nous avons vu, parmi les 24 candidats retenus, nous avons vu quelques-uns faire des déclarations. Voilà, moi, mon père était juif. Moi, mon père a été enterré dans tel endroit, dans telle ville de l'Égypte, et tout consort. Et bien voilà, écoutez, moi, j'ai fait des lobbying avec des Américains et d'autres qui vous disent, voilà,
le collège Nobel m'a donné des prix, ceci, parce que j'ai amputé, je faisais ceci, je réparais, je ne sais pas moi. Et j'ai même appris, j'aurais appris, je parle au conditionnel, que parmi les 24 candidats, il y a un qui était dans le trafic des organes féminins. Je ne dis pas que c'est potable. Ce sont des informations. Moi, je suis un ancien journaliste. Moi, on m'a appris, lorsque j'ai des informations, je ne peux pas le récuser. Donc, je dois encore profiter davantage. Donc, ça veut dire que ce sont des candidats. Ce sont des l'Union sacrée. Parce que je suis ce matin encore. Vous me posez 2 questions à la fois. Non, laissez-moi non, ne me relancez pas parce que je suis déjà je suis en cours. Laissez-moi finir, affiner et relancez-moi. Laissez-moi d'abord affiner la première partie. Donc, ça veut dire, tous ces candidats qui viennent ici dire, voilà, moi, c'est le collège Nobel. D'ailleurs, il faut aussi rappeler aux gens, le prix Nobel, c'est un collège des Norvégiens, quelque part. Donc, ce n'est pas quelque chose. Les gens veulent croire que c'est l'alpha et l'oméga. Hier, c'est la fierté de la nation. Écoutez, moi, je ne dis pas le contraire. Le prix Nobel, c'est comme le Mwana Mboka de mon grand frère qui. Je l'ai dit, oui. C'est comme le Mwana Mboka de mon grand frère. Écoutez, je vous dis, les gens pensent prix Nobel, c'est comme c'est Alfred Nobel. Il est qui? C'est un individu. Okay. Alfred Nobel, c'est un individu. Hein? Donc ce n'est pas une fierté, hein? Bon. Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit ceci. Il faut que les gens puissent expurger de leur tête que le prix Nobel, c'est l'alpha et l'oméga, c'est l'Eldorado. En clair, c'est rien d'important. Moi, j'ai dit tout simplement, il ne faut pas que les gens fassent cette masturbation intellectuelle, croire que si quelqu'un est prix Nobel, c'est intouchable, il est non, archi faux, c'est une fausse lecture. Il faut que cela soit expurgé de nos têtes et de nos cervelles. Monsieur Alfred Nobel, oui, c'est quelqu'un qui a aussi fait des merveilles, un ancien Norvégien, tout ça. Il a créé son collège, toute son académie. Et donc c'est un peu ça. C'est comme Mwana Mboka. C'est comme le trophée Mwana Mboka, c'est comme le trophée excellent Ndula Wak. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est similaire, c'est pareil. C'est pareil. Donc il ne faut pas que les gens puissent faire comme je le dis. Donc, ces candidats qui viennent ici disent, voilà, nous avons été envoyés ceci, moi je suis... Vous avez même vu, il y a même un candidat, j'ai tais les noms parce que si je cite les noms, ça sera abominable. Il y a un candidat qui vous dit, écoutez, moi, qui a présenté même il semblerait 3 attestations de naissance. L'une juive, l'autre israélo. Donc, vous voyez un peu, ce sont des candidats de l'étranger. Alors, avec le problème que connaît notre pays, quels sont les indices qui prouvent suffisance que ce sont les candidats de l'étranger? Y a-t-il des signes ou encore des indices? Moi, je vous demanderai, lors des prochaines élections américaines, allez-y postuler aux États-Unis. Vous, Gelonke, ou bien mon frère Guy Badjogo, ou bien mon aîné Martin Fayoulou, lors des prochaines élections, c'est l'année prochaine qu'il aille postuler aux États-Unis. Mais comment on peut accepter qu'un Israélien vienne postuler chez nous au Congo? Comment accepterez-vous qu'un Juif, qu'un Italien vienne postuler au Congo? Il y a aussi les Américains, donc ça veut dire le Congo. Les Américains qui ont postulé. Comment? Ça, vous ne faites pas allusion. Comment? Il y a aussi les Américains qui ont déposé les... Mais prouvez-les tout simplement. Vous avez donné la réponse. Non. Écoutez, il y a des gens. Non, écoutez. Et vous savez, il y a des gens qui font très mal l'usage du contenu du 10e article de notre Constitution. L'article 10 de notre Constitution parle de la prohibition de la prolifération des nationalités. Moi, je ne vais pas avoir 2 nationalités. Je ne vais pas avoir 2 nationalités. Je dis je peux, même alors si j'en ai qu'une. La nôtre est une et inclusive. Ça veut dire ceci. Ça veut dire si je renonce à ma nationalité congolaise, je dois l'approuver vraiment, j'avais renoncé à ma nationalité. Bien entendu, si je veux peut-être briguer des fonctions d'État qui sont incompatibles avec la double nationalité, je dois prouver réellement, non, j'avais déjà renoncé à cette nationalité, mais non, je recouvre celle congolaise. Celui dont vous faites allusion, entre guillemets, américain, moi j'ai vu, il a même des documents, il a même brandi des documents qui, écoutez, à un moment donné, j'ai œuvré aux États-Unis dans des banques, tout qu'on sort, oui. Mais je y ai renoncé. Maintenant, ces candidats de l'étranger dont nous parlons, entre autres le juif, l'italo, grec, tout qu'on sort, qui nous brandissent les documents de rénonciation de ces nationalités. Et à ce moment-là, il sera éligible. Avant de passer la parole avec Badjogo, pourquoi les discours de Mukwege a dérangé quand il a parlé de genre, quelque chose comme ça? Parce que le chef de l'État en a évoqué. Bon, écoutez. Disons les choses clairement, sans embâche en tout cas. Nous sommes un pays, nous les Congolais, d'abord c'est un sujet qui me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise parce que
je ne veux pas ici dépraver notre population. Nous ne sommes bantous. Chez nous, chez nous, le bantou, on ne nous apprend pas l'homosexualité. Oui. Alors, excusez-moi que nos téléspectateurs m'excusent. Je peux avoir... Écoutez, je donne un exemple. Moi, je peux avoir des désirs sexuels jusqu'à l'extrême. Si je ne trouve pas un sexe opposé, je ne peux pas le faire avec mon semblable sur le plan sexuel. Par exemple, un garçon, non. Je dois forcément aller chercher une femme. C'est comme ça. Ça, c'est nous, bantous. C'est partie de nos cultures. C'est notre culture, de nos valeurs. Je ne peux pas, moi, parce qu'il y a ma libido qui me dérange, écoutez, je ne trouve pas un sexe opposé que j'ai faire. Non, c'est ça. C'est pourquoi nous devons enseigner nos enfants. Parce que nous avons été enseignés en tant que tels. Nous également avons le devoir de pouvoir enseigner nos enfants, nos petits-enfants, même nos aïeux, nos arrière-enfants. Donc c'est très important. Nous ne voulons pas que les gens puissent nous importer une culture extravertie et de pouvoir l'assaimer ici en RDC pour dépraver la population. Ça, nous serons une barricade pour que cela ne se fasse pas. Quand nous-mêmes nous parlons de l'égalité de genre, quand nous parlons de promouvoir les genres, que peut-on comprendre? Promouvoir le genre ne veut pas dire l'homosexualité. Prouvez-moi le contraire. Vous êtes un intellectuel, une tête bien faite. Prouvez-moi que le pouvoir, l'homosexualité est égale promotion du genre. Non, on veut tout simplement dire ceci, parce que la femme se sent à un certain niveau, dans une certaine période, la femme, chez nous, en Afrique, se sent un tout peu comme un être subalterne, faible devant l'homme. C'est pourquoi on veut arriver à faire croire à la femme que non, vous n'êtes pas un être faible. C'est vous qui engendrez des hommes. Parce que nous sommes ici parce qu'il y a eu des femmes qui nous ont mis au monde. Vous parlez le même langage. Je vais vous revenir, cher Emmanuel. Il faut que le grand travail, c'est celui-ci. Le grand travail, c'est aller faire comprendre aux femmes de l'Afrique, particulièrement celles de Kinshasa, du Congo, que vous n'êtes pas faibles devant les hommes. Parce que ces hommes-là existent, parce que vous avez accepté un jour de les mettre au monde. Vous avez accepté un jour de les accoucher. Donc, vous n'êtes pas des êtres faibles. C'est ça tout simplement le mot genre. Djogo, vos analyses, vos lectures par rapport à cette polémique, en rapport avec les genres. J'ai dit clairement, vous avez suivi les discours du chef de l'État ou encore son adresse après le dépôt de sa candidature. Mokogé a réagi, parce que c'est lui qui avait pris parole avant, il y a eu réaction après. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit d'abord à mon ami Emmanuel Tibambe qu'il doit être capable de s'assumer, de dire les choses de manière claire, de manière limpide et évidente. Quand moi je dis sur tous les plateaux que M. Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections, il a bénéficié du hold-up électoral. Vous avez évoqué la question, oui. Il a bénéficié du hold-up électoral orchestré par Joseph Kabila. Je ne mâche pas mes mots. Je cite Joseph Kabila, qui est l'auteur du hold-up électoral, et Félix Tshisekedi, le bénéficiaire du hold-up électoral. Il faudrait que mon co-débatteur et M. Félix Tshisekedi s'assument. S'il estime qu'il y a des candidats qui viennent de l'étranger, qu'il les désigne nommément. Comme ça va nous éviter des supputations. Mon co-débatteur Tibambe n'arrive pas à dire, il dit un juif, un italo, un ceci, un cela, celui qui a travaillé, qui a réparé. Non, dites-les, parce que si effectivement ce sont des gens qui arrivent pour dépraver les mœurs de Congolais, il faudrait qu'ils soient désignés et qu'ils soient traités comme il le faut. En début de sa prise de parole, Tibambe est allé dans ce sens pour dire qu'il aura un projet de réviser la Constitution et tout ce qui va avec. Je suis très surpris déjà que lui, en tant que député, ne portera pas le projet qu'apportera M. Félix Tshisekedi, si tant est qu'il en ait un pour cette fois, parce qu'en 2018, il n'en avait pas un. Il faudrait s'accommoder à ce qui se fait. Je voudrais rappeler qu'en Ouganda, l'homosexualité est devenue un délit. Il a été légiféré. Aujourd'hui, si vous vous aventurez dans ces eaux, vous serez sanctionné par la loi. M. Félix Tshisekedi a été en responsabilité pendant 5 ans. M. Tibambe, de même. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas changé de constitution de fond en comble? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas légiféré sur la question de l'homosexualité pour venir aujourd'hui se plaindre alors qu'on est en plein dépôt des candidatures, au lieu de nous parler de ses acquis, au lieu de vendre sa personne? Mais tout ce que M. Félix Tshisekedi a fait, c'est de vouloir fustiger les autres candidats à la présidentielle. Mais ça traduit simplement la peur. Mais la question fondamentale que je me pose, qu'est-ce qu'un candidat, fût-il de l'étranger, pourrait avoir comme incidence dans une élection qui est transparente, qui est crédible
où le peuple congolais s'est exprimé de manière démocratique. Oui, la réaction de M. Félix Tshisekedi me pose question. Déjà, ça se voit qu'il a peur lorsqu'il prend des positions pareilles, mais je voudrais comprendre comment est-ce qu'un candidat de l'étranger, fût-il, pourra aujourd'hui influencer des élections au niveau interne de notre pays, parce que les élections sont premièrement une affaire interne au pays. Donc ceux-ci procèdent d'une chose parce qu'ils savent. Ils savent comment ils arrivent en responsabilité. Ils savent comment est-ce que le processus est organisé, comment est-ce que M. Kadima est en train d'orchestrer la fraude électorale au bénéfice de M. Félix Tshisekedi. Ils le savent. Et leur peur, c'est que demain, il y ait d'autres influences qui puissent intervenir pour influencer Kadima, au lieu que ce soit au bénéfice de M. Félix Tshisekedi, que ce soit au bénéfice d'autres personnes. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, le combat que nous menons, ce n'est pas un combat pour Essidé, ce n'est pas un combat pour la Mouka. C'est un combat pour tout le monde, notamment Tshibambe. Nous, on continue le combat. Nous ne sommes pas alignés sur les listes des candidats. M. Tshibambe est allié sur la liste des candidats. Le combat que je fais, que je continue, ce n'est pas pour moi. Aujourd'hui, c'est pour Tshibambe, parce que c'est lui qui en bénéficiera, qui bénéficiera de la clarté du processus et de tout ce qui va avec. Mais la difficulté aujourd'hui, ce qui est quand même très grave et ce qui est regrettable, c'est que M. Félix Tshisekedi a copié totalement notre discours. D'abord, et puis il copie même notre charte visuelle. Aujourd'hui, vous l'avez vu aller déposer sa candidature, il était tout en blanc vêtu, comme le président Martin Fayulu. Hier, il a fustigé Kagame avec les termes que nous avions utilisés avant-hier pour fustiger l'agression rwandaise, pour fustiger Kagame. Et le plus surprenant et le plus dramatique, c'est que M. Félix Tshisekedi appelle ses militants et ses sympathisants le jour du vote à rester dans les centres de vote. Comment est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi est-ce qu'il n'incite pas, il ne renforce pas la confiance dans la CENI? Parce que ces propos viennent de discréditer totalement la CENI. Je serais Kadima, je démissionnerais de mon poste de président de la Commission électorale nationale indépendante. Parce qu'on vient de le discréditer de manière publique, de manière ouverte. Ça veut dire que même M. Félix Tshisekedi n'a pas foi au processus qui est en cours, au processus conduit par M. Kadima. C'est pourquoi il appelle ses militants et sympathisants à rester après le vote pour vérifier qu'effectivement, ça sera Martin Fayulu qui sera élu le jour du vote. Donc voilà la grande problématique dans laquelle M. Félix Tshisekedi nous a enfermés avec toute son union sacrée de la nation. Et ça pose effectivement problème. Donc les discours qu'ils ont lancé, eh bien, nous, ça nous intéresse, à la limite, ça ne nous intéresse pas, parce que nous avons un projet, nous avons une offre que nous avons préparée, que nous allons soumettre à la population, qui est investir dans les citoyens pour bâtir la RDC, qui est contenue dans les manifestes de Kisangani, notamment les grandes lignes. Et c'est ça que nous allons proposer à la population. Nous attendons de M. Félix Tshisekedi de dire ce qu'il va faire, de dire ce qu'il va proposer à la population, de dire ce qu'il n'a pas fait au cours de son précédent mandat, parce qu'on dit aujourd'hui qu'il y a 24 candidats. Non, moi, j'ai le plaisir de dire qu'il y en a 26. Le 25e, c'est le bilan de M. Félix Tshisekedi. Et le 26e, c'est M. Joseph Kabila qui n'a pas déposé sa candidature, mais qui tient en otage M. Félix Tshisekedi. Je vous avais dit, je ne sais pas si dans votre plateau ou ailleurs, que M. Félix Tshisekedi était l'otage politique de M. Joseph Kabila. Les gens ne m'ont pas cru. Mais il a fallu simplement qu'il dépose sa candidature pour qu'il y ait des répercussions et des mises en garde de la part des sbires de Joseph Kabila. Donc vous voyez que nous sommes dans un processus tellement chaotique, nous sommes dans un environnement tellement délictueux, et que si nous prenons garde, notre lendemain sera remis en question. C'est pourquoi nous appelons toujours nos amis au bon sens. Nous appelons nos amis à avoir... Malheureusement, pour Félix Tshisekedi, il n'a pas de bilan. S'il a un bilan, mais son bilan est négatif, parce que tout à l'heure, j'entends des gens qui disent que Félix Tshisekedi n'a pas de bilan. Si, il a un bilan, mais c'est un bilan négatif, notamment la prise de Bunagana, de Rutshuru, de Masisi et de tout ce qui va avec, notamment le tribalisme qui est à outrance, notamment le vol. Ce ne sont pas mes propos, mais les propos de José Panda, qui a dit que tout ce qui était autour de M. Félix Tshisekedi, notamment Emmanuel Timbambe, étaient des voleurs. Ça, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de José Panda. Mais moi, je m'interroge, comment est-ce que M. Félix Tshisekedi ne choisit que de s'associer à des voleurs? Comment est-ce que M. Félix Tshisekedi ne choisit que d'avoir tout autour de lui que des voleurs? Donc, il y a des questions fondamentales sur lesquelles nous devons discuter. M. Félix Tshisekedi a été en responsabilité. Il est arrivé là par hold-up électoral. Le temps est passé. Nous avons dit que nous avons pardonné. Nous avons pardonné. J'ai suivi Prince Epengui qui a parlé au nom de la Mouka, qui exige à l'actuel président de la CENI de publier les résultats d'antan, donc les archives, bureau par bureau, pour prouver qui réellement avait gagné les élections, d'après lui, pour mettre fin à cette nouvelle polémique qui vient de voir le jour. La sortie médiatique de Numbi et de Corneille Nangaa qui était bien avant. Le pardon, ça nous engage, nous.
Nous lui avons pardonné. Nous, ça nous engage, on s'est déchargé. Mais la responsabilité de rétablir l'histoire revient à la République. Il faut quand même rétablir l'histoire, d'aller dans son déroulé normal. On ne va pas rester comme les Belges nous ont appris que l'Ambochir a été découvert par Diego Cao et nous, on va continuer de gober ça jusqu'à aujourd'hui. Il faut à un certain moment s'arrêter, rétablir l'histoire et essayer d'avancer. Parce qu'il y a aussi des questions essentielles que Mukwege a évoquées, si je peux me permettre. Où est-ce que nous étions il y a 40 ans? Qu'est-ce que nous faisions avant de devenir président de la République, avant de devenir ministre, avant d'occuper des postes de responsabilité? J'entends souvent mon co-débatteur dire qu'il a une formation journalistique, qu'il a exercé. Eh bien, je l'inviterai à reprendre, à renouer avec ses attributs parce que d'ici 2024, il ne sera plus en responsabilité. Et j'espère qu'ils ont travaillé à améliorer le travail de journaliste, la rémunération, la condition des journalistes, parce que demain, quand il va redevenir journaliste, il faudrait qu'il trouve un environnement sain pour lequel il va s'épanouir. Mais s'ils n'ont pas fait ça aujourd'hui, eh ben demain, ça sera qu'il va retrouver, il va retomber dans les travers qu'ils ont construits. Ici, le vrai problème, est-ce que c'est l'individu de Félix Tshisekedi ou bien les Congo? Tshisekedi peut partir, oui, ça arrivera parce qu'il ne fera pas l'éternité au pouvoir, il partira, même en 2023. Peut-être parce que les élections auront bel et bien lieu, mais quels sont les projets? Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos offres politiques? Emmanuel, nous avons 24 candidats. Mais il n'y a pas de 25 projets pour l'avenir du Congo. Que peut-on comprendre? Je vais d'abord... Vous pouvez avoir un deuxième mandat, oui, c'est aussi possible. Mais c'est pour offrir quoi cette fois-là aux Congolais? Je vais d'abord revenir à votre question après. Je puisse un peu rétablir la vérité. J'ai entendu mon co-débatteur dire, voilà, Emmanuel Tshibambe a dit, une fois élu député, il va révisiter la Constitution. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de la révisitation de la Constitution. C'est moi qui ai parlé de la révisitation. Oui, lui, il a dit que je vais révisiter la Constitution au lieu que je puisse m'accommoder au programme du président Félix Tshisekedi. Je vais s'y rappeler à mon co-débatteur, il faut savoir dissocier le pouvoir. Moi, je serai, une fois élu député, je serai au pouvoir législatif. En tant que tel, j'ai devoir également de pouvoir travailler là où je serai affecté, là où mes électeurs vont m'envoyer. Le programme du président Félix Tshisekedi, c'est son programme à lui que nous allons porter à cœur, mais ce sera le programme du gouvernement. Son programme est celui du gouvernement. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Donc, il faut faire la part des choses. Donc, moi, en tant que député national, j'ai aussi droit, j'ai devoir d'ailleurs, d'améliorer, d'apporter aussi ma petite contribution par rapport au pouvoir législatif qui me sera conféré par mes électeurs dans quelques mois. Donc, il faut savoir retenir ça, c'est très important. Et il a encore ajouté, dire, voilà, M. Félix Tshisekedi, il a copié le style vestimentaire de M. Fayulu. Non, cher ami, peut-être que vous avez une mémoire courte. Bon, je comprends peut-être qu'à l'époque, vous ne vous intéressiez pas à la politique. En 2018, quand Tshisekedi battait campagne, vous pouvez me dire comment est-ce qu'il s'habillait? En bling-bling, messieurs, vous avez oublié? Il y a des images. Tshisekedi s'habiller en bling-bling. Chemise blanche, toute blanche, pantalon blanc et écrit FT. Vous avez oublié. Par contre, vous m'avez d'ailleurs rappelé, je dirais ici que c'est M. Martin Fayulu qui fait plagier M. Tshisekedi sur le plan vestimentaire. D'ailleurs, ça m'a échappé. Et c'est ça qu'on demandait à quiconque. D'ailleurs, j'ai accompagné le président Félix Tshisekedi. Demandez votre ami Stani Boucha qui est en prison, mon ami que je salue également, il vous dira. Demandez à Freddy Noël Chiyoyo, demandez à Jeff Caleb. Nous avons accompagné le chef de l'État. Moi, Edmond Izouba aussi. Et demandez à Edmond Izouba, ils vous diront que Fachi s'habiller. D'ailleurs, moi, un jour, je crois à Matadi, j'étais avec Edmond, et avec Jeff Caleb et notre frère qui est en prison, Stani. Je me suis demandé, on est en train de parler du président. Il y a mon président, chemise en avons combien? Pantalon en avons combien? Nous avons eu une discussion autour de ce style, parce qu'il ne s'habillait qu'en blanc. Parlons des projets. À l'époque, Fayulu ne s'habillait pas en blanc. C'est il y a à peine 6 mois, 7 mois qu'il Fayulu commençait à s'habiller en blanc. Donc c'est Fayulu qui a suivi le Tshisekedi. Les offres politiques, parlons. J'arrive pour que je finisse. Il a parlé voilà, ça m'a échappé, je reviendrai. Alors, par rapport à l'offre politique, cher ami, le président Tshisekedi, en 2018, il avait présenté un programme. Et ce programme, aujourd'hui, a fait la pluie et le beau temps du peuple congolais. Ça, il faut que nous en soyons sûrs et d'accord.
n'en déplaise à nos détracteurs. Mais seulement, il y a eu le facteur temps. Nous avons été butés par ça, c'est un secret des polichinelles. C'est une réalité. C'est une vérité éternelle d'ailleurs qu'on ne peut pas récuser. Vous connaissez le feuilleton FCC Cash qui nous a pris 2 ans de gâchis et avec l'agression qui nous a vraiment secoués. Je dirais, je ne veux pas être... au-delà de la Covid. Je ne veux pas... Voilà, avec l'affaire Covid, je ne veux pas être naïf, dire que voilà, ça a été la rose. Non, mais oui, il a quand même fait un grand pas, mais face à ces 3 fléaux dont je viens de vous citer ici, cela a un tout peu dérangé le programme du président de la République, bien que cela a été matérialisé à 80%, j'ai même la prétention de dire ainsi. C'est pourquoi le chef va encore revenir pour remplir, demander à la population qui lui a fait confiance en 2018, voilà, écoutez, le programme que je vous avais promis, je l'ai fait, je l'ai mis en exécution à 80%. Les 20% restants, c'est parce que nous avons connu des problèmes qui n'étaient pas prévus à l'époque. Ce sont des problèmes fortuits qui se sont surgis sans pourtant que personne ne puisse le préméditer. Alors, quitte à ça, maintenant que le chef va demander une seconde main à sa population, de pouvoir lui donner encore confiance pour qu'il soit réuni et qu'il puisse affiner ces programmes-là jusqu'au bon port. Donc, c'est dans ces termes-là que je vous dis, nous sommes confiants. Gardez votre mal à patience, ça ne tuera personne. Vous verrez comment est-ce que Tshisekedi va enfin affiner ce programme dont vous avez tant décrit. D'accord. Tshisekedi peut partir, Martin Fayulu prend la place, ce n'est pas impossible non plus. Ça sera pour offrir quoi aux Congolais? Est-ce que les problèmes, c'est la tête de Félix ou bien les problèmes, c'est les projets que vous avez pour que vous puissiez aller de l'avant? Mais vous savez, l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'abord d'un homme avec un peuple. Un homme, pas plusieurs. D'abord un homme avec un peuple qui porte un projet. Nous avons notre projet, investir dans les citoyens pour développer la RDC. Nous avons une proposition qui est concrète, qui est contenue. Vous n'en parlez presque pas. Dans les grandes lignes sont contenues dans le manifeste. Ce n'est pas aussi vulgarisé, au fait. Si, moi-même, je procède, ça fait quelques semaines que je procède à la vulgarisation du manifeste de Kisangani, mais quitte à vous d'organiser des émissions plus élaborées dans lesquelles on va entrer en détail des propositions que nous faisons. Nous avons conçu depuis le 14 juillet 2022. Ce n'est pas hier. Comme M. Félix Tshisekedi a annoncé son fameux projet, encore là, de manière nominative, son projet RDC, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, parce qu'Emmanuel Tshibamé n'est même pas arrivé à nous dire qu'est-ce qu'il y aura dedans dans le cadre de ce projet. Nous avons une proposition que nous faisons. Nous avons un projet de société que nous offrons à la population, que nous avons conçu, que nous détaillons, que nous allons expliciter dans les jours qui suivent. Donc, je serais heureux que vous organisiez un plateau où vous nous y invitiez et on va débattre. Moi, j'aurais aimé que mon co-débatteur profite de cette situation pour nous dire voilà ce que nous avons promis, voilà ce que nous avons réalisé et voici ce qui reste à réaliser. Mais lui, il se félicite d'avoir réalisé 80% du projet. Mais de quel projet? 80% de quoi? Je rappelle ici que M. Félix Tshisekedi, candidat UDPS, c'est vrai au départ, mais qui a été élu avec la bannière FCC, de cash. C'est-à-dire qu'il fallait concevoir, mettre en place un nouveau programme qui découlait de cash. Et ça, ils ne l'ont jamais fait. Jamais. Mais ils évoluent par essai-erreur, ils évoluent à tâtons. Est-ce que Tomeka Oyo et Simbi, bon, tout continue. Oyo et Simbi, t'es allé, tous ont aboué. C'est tout ce qu'ils ont fait pendant les 5 dernières années. Dites-nous sur quel plan est-ce que M. Félix Tshisekedi a pris des initiatives et les initiatives vont aboutir. Tout ce qu'il a fait comme inauguration sont de la responsabilité du régime des médiocres de Joseph Kabila. Tout ce qu'il a fait comme inauguration. Il n'y a rien qui est de son fait. Même les sous des moutons seraient une initiative de Zoé Kabila, nous apprenons. Donc voilà, c'est le moment, c'est le lieu, comme je l'ai dit ici, de le dire, de vendre son candidat. Il ne faut pas me dire nous avons construit Elinguessa. Non, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose. Combien de communes sont désenclavées? Dites-nous. Ce sont des Congolais qui réjouissent de cet ouvrage-là. Il est dans son temps, oui. Dites-nous, le réseau routier de la RDC asphalté était de 10 km. Nous en avons construit 15 de plus. Nous sommes passés à 25 km. Voilà ce qu'il faut nous dire. Dites-nous que pour les questions de genre, nous avons verrouillé la Constitution en légalisant, en pénalisant les infractions ou des délits qui vont dans ce sens. Dites-nous que pour amener 6 millions d'élèves
à la gratuité, nous avons construit 266 000 écoles. Parce que pour emmener 6 millions d'élèves dans la gratuité, il faut avoir construit 266 000 salles de classe. Pas écoles, mais salles de classe. Ça, ils ne vous le diront pas. Eux, ils ont l'avantage et la difficulté d'avoir un bilan. Avoir un bilan à proposer de manière plus concrète. Mais ça, ils ne le font pas. Nous avons un projet politique. Nous n'allons pas utiliser des rebelles pour pouvoir faire le travail de l'armée. Nous ne ferons pas ça. Nous, ce que nous prévoyons dans les cadres des groupes armés, c'est de les remettre à la vie civile. Pas faire ce que nos amis sont en train de faire aujourd'hui, laisser aux rebelles. Et entre-temps, nos soldats, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps? Qu'est-ce qu'ils se disent? Dans quelles conditions d'esprit est-ce qu'ils sont? Dans quelles conditions d'esprit est-ce qu'ils vont aborder l'avenir? Ils vont se dire que demain, on va nous remplacer par des rebelles. Nous ne servons strictement à rien. Il faut qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils font de la dette sociale des entreprises. Nous allons reconditionner la dette sociale de l'entreprise. Nous allons les gérer hors bilan, des entreprises telles que la SNEL, des entreprises telles que la Régie des eaux. Nous allons sortir le passif qui mine les sociétés pour pouvoir attirer des investisseurs nouveaux qui puissent redonner un élan à ces entreprises qui sont moribondes. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 5 ans? Voilà les questions quand vous dites qu'il faut que nous ayons en détail. Il faut qu'ils nous disent. Est-ce qu'il faut aujourd'hui, dans les conditions de vie où la jeunesse est paupérisée, la jeunesse n'a pas d'argent, il faut les envoyer à l'école? Est-ce qu'on envoie un jeune de 15-16 ans qui n'a pas été à l'école durant toutes ces années, il faut l'emmener à l'école? Non, il faut les orienter vers des métiers productifs, pour lesquels ils seront une formation de 3 à 6 mois et où ils seront directement rentables. Ils pourront subvenir à leurs besoins, subvenir aux besoins de leur famille. Voilà ce que nous proposons dans le manifeste de Kisangani. Qu'est-ce que nous faisons dans la partie Est? Nous continuons à sous-traiter notre sécurité par les agresseurs? Eh bien, nous disons non. Nous allons mettre en place une brigade spéciale qui aura comme responsabilité juste la surveillance des frontières. Nous allons déplacer le camp Kokolo, qui sera le centre-ville d'ici. Il ira à Béni. Nous allons construire un nouveau. Voilà les propositions concrètes que nous avons. Des propositions claires et nettes. Sur la question de la nationalité, ils parlent de la nationalité, mais qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils n'ont rien proposé. Nous allons proposer l'autorisation, l'ouverture à la double nationalité, excepté pour les 9 pays limitrophes. Voilà l'offre que nous avons. Voilà les propositions de manière concrète que nous avons et que nous soumettons à la population congolaise. Mais que nos amis de l'UDPS, que nos amis de l'Union sacrée, d'abord l'Union sacrée qui est une vaste blague, qui n'a aucune existence légale, qui n'a aucune existence juridique. Même qu'avec vous, je veux dire que la candidature de Martin Fayulu poserait problème parce qu'il semblerait qu'il a déposé au nom de Lamouka. Ça, ce sont les amis de l'Union sacrée qui ne s'informent jamais. Il n'y a qu'un seul Lamouka qui fonctionne, c'est Lamouka Fayulu. Et qui est bien enregistré, qui est bien répertorié. C'est bien enregistré, répertorié au ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de débat sur ça. Ça, ce sont des débats, on veut nous faire diversion. Le vrai débat est là. La vraie question est là, sur les questions sécuritaires, sur les questions sanitaires, sur l'environnement, sur le social, sur la jeunesse. Qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on produit pour ces jeunes que l'on forme par milliers. Aujourd'hui, dans les universités, c'est 5 à 10 000 nouveaux diplômés que l'on forme. Mais pour quelles raisons? Il est important, intéressant de parler des projets, des sociétés, les offres politiques. Franchement, nous avons 24 candidatures, si vous voulez, mais moins de projets, moins d'offres politiques, en tout cas moins de 5, et ça craint. Mais alors qu'il fallait mettre ça à la place publique, ça peut également séduire les électeurs, allais-je dire, pour vous voter. Mais loin de nous l'intention de violer la loi électorale, mais certaines personnes pensent que ça aurait été mieux que le candidat puisse affronter en termes de débat. Il y a même de ceux-là qui exigeraient qu'il y ait de diplôme de l'université originale exposé à la place publique. Ça sera compliqué si on demandait ça, par exemple. Je vais d'abord revenir à votre je ne sais pas moi, c'est une question, je ne sais pas, la déterminer. J'avais dit que mon co-débatteur a parlé de... Il manquait un point sur lequel je devais quand même réagir. Il a dit... Est-ce que vous avez le chef de l'État n'étant pas confiant envers lui-même, il n'est pas sûr de lui qui va gagner les élections, il a demandé aux électeurs... Non, j'ai pas dit ça. Non, il devrait renforcer la confiance dans la CENI. Allant dans le même sens que ses propos. Donc je n'ai rien inventé. Vous savez pourquoi le chef de l'État avait demandé? Il nous a demandé, nous, population, de rester vigilants, même le jour du vote, que nous puissions rester dans le bureau de vote. Jusqu'au dépouillement. Vous savez pourquoi? C'est pour que nous évitions la rhétorique, la chanson rhétorique des vérités des urnes. C'est pour que nous évitions ces histoires. J'avais 63%, j'avais 51%, j'avais 67%. C'est pourquoi le chef de l'État dit, écoutez,
cette fois-ci, nous ne voulons plus que... On m'a arraché mon pouvoir. Président Pantin, restez dans le bureau de vote, on dépouille et puis on fait les décomptes. Comme ça, chaque candidat aura déjà, dès la nuit, du 20 au 21, chaque candidat aura déjà en sa possession son résultat. Et quand la CENI va publier et entériner par la Cour constitutionnelle, qu'il n'y ait plus de ceux qui diront, voilà, on m'a volé ma victoire, comme ce fut le cas avec M. Fayoulou. Et par là, je passe également le message à mon ami Badjogo, des colporteurs, c'est là à mon aîné, Fayoulou, que j'aime bien. Dites-lui, cher leader, dans 2 mois, ce sera la fin de votre pouvoir, vous, le président élu, entre guillemets. Donc, dans 2 mois, nous ne voulons plus les chansons président élu, nous ne voulons plus. Nous serons dans une nouvelle configuration. C'est très important. C'est très important parce qu'il s'est dit président élu. Dans 2 mois, son pouvoir prend fin. Le président élu. Ça, c'est très important. Et par rapport à votre question, vous avez dit si... j'ai oublié. Malheureusement, ce n'est pas autorisé par la loi électorale. Mais des ceux-là qui estiment que ça aurait été mieux qu'il y ait des débats contradictoires. Par exemple, Félix Tshisekedi face à Denis Mukwege, Martin Fayoulou face à Matata Mponyo, Adolphe Muzuto on ne fera face pas, on à ne fera, Moïse Katumbi. on fera. Et on a dit aussi, c'est aussi bien d'exposer ou encore d'exhiber des diplômes de l'université. Écoutez, moi je vous ai Pas dit, de copier je les vous ai autres. dit, j'ai quand même toute une réforme que je vais apporter à l'Assemblée nationale une fois élu député. Je vous ai dit, entre autres, les débats contradictoires. Ça doit être impératif. Les niveaux d'études. Je t'ai dit, ça doit être vraiment impératif. Le débat contradictoire, c'est parmi mes projets. Je n'ai pas voulu vraiment l'exposer. Je ne sais pas s'il y aura d'autres candidats qui vont voler quand même mon idée, mais je préfère le dire à la télé. On doit, dans notre loi électorale, on doit vraiment incorporer ça. Et je vais me battre pour que cela soit du concret. Soit vraiment... Ça soit Paris gagné, quoi. Exactement. Et éventuellement également le niveau d'instruction. Donc ça, c'est très important. Nous devons aussi savoir des candidats qui nous viennent, tout ça. J'ai fait 40 ans, j'étais ceci, patati, patata. Vous savez, le père de la démocratie, vous connaissez son nom? Hippocrate. C'est le père de la médecine. Hippocrate. Il va falloir pouvoir parler des serments Vous savez, Hippocrate n'a jamais étudié. C'est lui le père de la médecine. Vous insinuez quoi? Non, je vais arriver. Oui. Il ne faut pas interpréter mes intentions, même ceux qui sont dans la régie. Non, je posais la question. Non, j'ai entendu même ceux qui sont dans la régie. Écoutez-moi d'abord avant de réagir. D'accord. Vous savez, Hippocrate n'a jamais étudié. Mais c'est lui le père de la médecine. Vous savez, Socrate n'a jamais... Dites-moi, il a étudié dans quelle université? Socrate, le savant Socrate, Aristote et les autres. Mais ce sont des génies, ce sont des surnaturels, des ce sont experts, tous les les philosophes. Ouais. Aujourd'hui, lorsque nous faisons des citations, nous parlons, il manque jamais des citations. Oui, tout à fait. Ce sont de grandes personnalités, ce sont de grandes figures dans le monde entier, qui n'ont jamais étudié, qui n'ont pas de diplôme. Nous voulons cette fois-ci, quand nous serrons aux affaires, nous demanderons quel que soit votre niveau. Vous avez fait 40 ans, je suis venu au pays 40 ans, et ceci, et patati, j'ai construit des écoles. J'ai une adresse ici au pays. Laissez-moi vous me perturber, Guélon. Non, je complète ce que vous dites. Moi, je connais des gens qui n'ont pas étudié, alimenter mon mail, qui ont construit des écoles. Construire des écoles, ça ne veut rien dire. Construire des hôpitaux, ça ne veut rien dire. Mais si vous avez construit des écoles, vous avez vécu au Congo il y a 40 ans. Amenez-nous vos diplômes là où vous avez étudié. Ça, c'est très important également. Mais ça va coincer beaucoup de candidats. Ça sera très difficile. Très dur pour vous savez que toute loi au monde est faite pour proscrire certaines personnes. Il y aura toujours des mécontents. En tout cas. Écoutez, pourquoi il y a des lois? Dans le monde, pourquoi il y a des lois? Mais il y a des lois pour exclure une catégorie de personnes. Mais oui, c'est ça l'objectif d'une loi. Parce que s'il faut pas, si on ne misait pas à exclure une catégorie de personnes, on ne parlerait pas de la loi. Il y a une loi parce qu'on doit proscrire une catégorie de personnes. C'est toujours discriminatoire. C'est ça justement, toute loi au monde est discriminatoire. Oui. Donc quand moi je vais apporter mes innovations au niveau de l'Assemblée nationale, il y aura ceux-là qui vont aussi me récuser. Qui seront discriminés. Qui passeront dans les médias ici chez vous pour me vilipender. Bon, Emmanuel Olakoutou, à l'université, il n'a pas fait de bonnes études. À l'IFASI, c'est bon, heureusement, moi j'ai quand même aussi distingué à l'université, même s'ils vont aller faire... Vérifier. Ils verront à G1, j'ai fait 71, j'ai fait des 69, des 70. Oui, heureusement pour moi. Toi, je connais ton cursus. Oui, demandez au ministre Patrick Mouyaya. Je vais vous revenir sur Emmanuel. Voilà.
Moi, j'ai des témoins. Demandez à son excellence Patrick Mouya, il vous dira. J'en suis un. Voilà. Yves Badjogo, je sais que vous allez réagir par rapport à ce qu'a dit Emmanuel, par rapport à cette question. En réalité, ce n'est pas une question, hein, mais du moins, comme il en a répondu, vous pouvez faire autant. Mais sinon, je voulais parler de cette dernière sortie médiatique de Corneille, plutôt de John Numbi. Avant, c'était Corneille Nangaa. J'ai suivi pas plus tard ce matin l'ancien ministre Mayo Mambé, que j'ai salué au passage, qui confirme que Félix Tshisekedi avait remporté l'élection. Il n'y a pas lieu de parler d'une négociation, il n'y a pas lieu de parler d'un combine. Réellement, il avait gagné les élections. Mais vous, jusqu'ici, même en entame de votre intervention, vous avez parlé de hop-dop électoral, alors que ça n'a jamais eu lieu. Merci. Je suis heureux quand même que Tshibambe ait pu citer quelques camarades avec qui il a fait ses études. J'attends jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu quelqu'un se prévaloir d'avoir fait des études, d'avoir été camarade de M. Félix Tshisekedi pour des études. Bon, je serais heureux de connaître un ou deux. Apparemment, il y a des vidéos qui circulent, non? Si, après l'émission, je vous enverrai quelques vidéos des camarades de Félix Tshisekedi ensemble quand il est allé voir, même au Bakomo. Je vous ai... Non, vous parlez de l'école primaire. Non, vous avez dit, vous n'avez pas spécifié. Bah, si c'est pour vous n'avez pas spécifié. Si c'est pour l'éducation des bases, on peut être d'accord. Mais bon, là, vous parlez, comme je vous ai pris pour exemple, j'ai parné d'un cursus universitaire. Et pour votre gouverneur, Félix Tshisekedi est docteur, hein? L'Université d'Israël, vous connaissez très bien. Félix Tshisekedi. Vous ne le connaissez pas? Non, vous voulez, je vous relance. Non, c'est juste, je dois donner sur la matière. Donc, si vous voulez que nous soyons dans ce terrain, nous y serons. On va en débattre. Ça serait curieux de récuser le titre de prix Nobel et de mettre en avant un prix de docteur honoris causa, qui est juste... Moi, je préfère être conféré par une grande université du monde, plutôt par un collège comme prix Nobel, comme collège Nobel, comme Ndoulé Award. Je préfère être... Papa, une grande université en Israël, monsieur, qui a une notoriété. Juste après, vous parlez du collège Nobel, d'Alfred Nobel, un individu. Ça, c'est votre expression. Cher ami, soyons sérieux. Ces minutes, il n'y a pas lieu d'interférer. Évoluons. Sérieux. Donc, voilà, on ne peut pas récuser un prix Nobel et puis mettre en avant un prix docteur honoris causa qui ne repose quasiment sur rien, qui est sur la prestation de 3 ou 4 personnes festives dans une université. Vous voyez comment mon co-débatteur a méprisé l'éducation, comment il a méprisé l'enseignement, comment il a vilipendé. Pour lui, ça ne représente rien, pour lui, ça ne vaut rien. Mais c'est le seul baromètre que nous avons pour évaluer les compétences des gens. C'est le seul que nous avons. À part ça, on n'a pas d'autre. L'expérience et l'éducation, ce sont les seuls baromètres. Nous avons posé la question il y a 40 ans, vous étiez où, vous faisiez quoi? Si au moins vous dites, vous étiez à l'université, vous appreniez, on va voir la présomption de connaissances que vous pouvez dégager. Ou alors vous pouvez nous dire, voilà, j'ai travaillé dans une grande entreprise, telle qu'ExxonMobil, la première entreprise pétrolière au monde, ou alors que j'étais à l'université Paris 2 avec Noël Tchani et les autres. On aurait quand même entendre ça, ça nous conforterait. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît quand même le moine par son habit. Et je comprends pourquoi aujourd'hui ils ont détruit le système éducatif avec leur gratuité à 2 balles, comme j'aime le dire, où nos enfants n'apprennent plus rien, où M. Félix Tshisekedi s'était vanté d'avoir mis 100 élèves par classe, et il espérait qu'avec 100 élèves par classe, les élèves pourraient apprendre à lire et à écrire avec un enseignant qui touche 300 ou 400 000 francs, qui a des problèmes qui par-dessus la tête. Et ça, dans cet environnement, M. Félix Tshisekedi, M. Emmanuel Tshibambe et toute l'Union sacrée pensent que ça va permettre au pays d'aller de l'avant. Oui, les critères peuvent être exclusifs. Moi, j'aurais aimé que Emmanuel Tshibambe porte des projets pour plus d'équité, qui vont permettre à plus de monde d'aller dans ce processus. On va enlever par exemple les 100 000 $, ou peut-être 70 000 $ pour l'heure. On va mettre d'autres critères, tels qu'en France, où il faut avoir des parrainages. Ce sont juste des signatures qu'il faut rechercher pour avoir, et puis pour compétir ou pour participer aux élections. Mais il ne faudrait pas... Je ne suis pas contre les débats, mais bon, pour moi, le débat, si vous regardez dans toutes les grandes démocraties, les débats n'ont une influence que aller sur 1% des populations qui votent. Il n'y a qu'1% qui varie après les débats, qui change d'opinion par rapport au débat qui s'est produit. C'est intéressant, c'est opportun, on peut le faire, mais ce n'est pas fondamental. Mais encore une fois, mon co-débatteur Emmanuel Tshibambe, qui est de l'UDPS, qui s'est vanté d'être un parti dont la démocratie était coulée dans leurs veines, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu remettre des élections présidentielles à 2 tours? Pourquoi? Comment ils n'ont pas pu? Des démocrates aussi, aussi patents. Mais ce n'est pas l'affaire de l'UDPS. C'est pas l'affaire de l'UDPS. Mais quand vous allez poser votre projet... Quand je serai au Parlement... C'est un plaidoyer. Quand je serai au Parlement, je vais... Merci pour m'avoir alimenté. Je pense ça quand même.
je On évolue. vais agender dans mon On cahier. suit en même temps, hein, parce que Vous on court derrière vous le inquiétez temps. pas, il fait partie déjà de notre projet de société Investir dans le Non, Congo. vous me l'avez demandé. Vous me l'avez RDC, demandé. donc je ne l'évoque pas pour rien, parce que nous, on va rétablir les 2 tours. Parce que les 2 tours permettent de renforcer la démocratie. Et rester avec une élection à 1 tour permet de renforcer Avec quel candidat? la tricherie. Vous savez, nous parlons beaucoup de la question de légitimité. Avec quel candidat? Nous savons que Avec quel candidat? C'était votre Oui, question. avec quel Non, candidat? nous savons que M. Félix Tshisekedi a sabordé les élections avec l'aide de Joseph Kabila. Mais combien de voix, combien de pourcents est-ce que M. Félix Tshisekedi avait eu? Est-ce qu'il est représentatif de la population? Supposons même que ces élections aient été des élections crédibles et transparentes. Mais il est passé avec combien de pourcents? Est-ce qu'il représente toute la population? Donc cette question de légitimité va se poser avec acuité, simplement du fait que les élections vont se passer à un tour. Et c'est problématique. Et il faut réfléchir. Ils ont été là 5 ans. Mais ils faisaient quoi pendant 5 ans? Que la jouissance. Ils faisaient quoi pendant 5 ans? Ils pensaient à autre chose que l'enrichissement personnel, que les problèmes auxquels font face la société ou faire en face. Parce que les dirigeants, c'est ça. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Lorsque nous avons sorti le plan de sortie des crises en 2019 et que nous disions, nous allons faire face aux problèmes électoraux. Le processus électoral posera problème. Nous sommes en 2019. Les Tchibambe nous ont répondu, voilà, vous cherchez du travail, allez-vous-en. Nous avons dit que les questions sécuritaires poseront problème. M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité avec 2 355 000 km². Aujourd'hui, Kishiché, Kiwanja, le Massissi, même s'ils ont récupéré, même si les rebelles ont récupéré une partie des territoires, mais toutes ces questions posent problème parce que nous avions anticipé. Pourquoi est-ce que nos amis n'anticipaient pas sur cette question? Pour revenir à la question de Numbi, mais Numbi ne fait que dire ce que nous avons dit pendant 5 ans. Numbi ne nous apprend rien. Nous savons. M. Félix Tshisekedi sait. Sa femme, ses enfants savent qu'il a été bénéficiaire du hold-up électoral. Ils le savent tous. Mais pour nous, ça ne veut... C'est simplement, peut-être qu'on va se conforter. Alors est-ce qu'on doit se conforter? Est-ce qu'on doit se conforter des gens tels que Nanga? Est-ce qu'on doit se conforter des gens tels tels que que Nanga, ce n'est pas une parole d'évangile, encore moins Numbi, d'où le chef de l'État a été élu par le peuple, entériné à la Cour constitutionnelle. J'ai suivi Maître Emmanuel Mambeke ce matin, je le salue encore. Il a dit clairement que les tickets gagnants, c'était Félix Tshisekedi. Il faut d'abord poser à monsieur, comment il s'appelle? Baudouin Mayo, qu'est-ce que disait l'accord cash avant qu'il s'épanche sur les autres accords? Que disait l'accord cash? Est-ce qu'il a été respecté? Donc, à sa place, je pense qu'il doit... Mais est-ce que l'accord... Ils ne sont pas frustrés par rapport à ça, donc il n'y a pas lieu de La question parler. n'est pas être frustré ou pas frustré. Est-ce que ça a été respecté? S'ils ont été incapables de faire respecter un accord qu'ils connaissaient, qu'ils ont rédigé et qu'ils savaient, alors comment il va parler des accords dont il ne maîtrise aucun bout, ni les tenants, ni les aboutissants? Donc pour ça, il faudrait qu'il se tranquillise à sa place. Surtout ceux de l'INC devraient rester tranquilles. Donc, il ne nous apprend rien, notre compatriote John Numbi, parce que tout ce qu'ils disent, c'est ce que nous avons toujours dit depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une question qui est essentielle? Pourquoi est-ce que M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il arrive en responsabilité, il ne s'arrange pas pour que la CENI publie les résultats bureau de vote par bureau de vote? Ça n'a jamais été fait. Pourquoi est-ce que... Parce que même pour les questions électorales, c'est nécessaire pour eux. Il faut qu'ils pour les élections en cours, mais bien sûr. Kadima a promis que ça sera le cas. Il va publier bureau par bureau. Kadima, il raconte ce qu'il veut. Ce qui nous apporte, c'est la loi. Que dit la loi? Lui, il est déjà dans un processus qui est chaotique, que nous contestons. D'ailleurs, je vais prendre l'initiative, parce que cette question concerne particulièrement les jeunes. Nous allons discuter en interne sur la question de l'élection au niveau local. La loi est en contradiction avec elle-même. L'article 176 est en contradiction avec l'article 177. L'article 176 dit qu'il faut avoir 18 ans, mais l'article 170, au moins 18 ans, l'article 177 dit qu'il faut produire un diplôme d'études universitaires ou un certificat d'expérience politique de 5 ans. Comment est-ce qu'un gars de 18 ans fait ça? Et on va aller à des élections avec une loi qui est en totale contradiction avec elle-même. Ça, c'est une autre question, je développerai. Mais je pose la question à mon co-débatteur. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas produit les résultats bureau de vote par bureau de vote? Ça nous aurait arrêté net. On aurait vu que M. Félix Tshisekedi avait gagné les élections à pas de couture. Ça n'a jamais été fait. Jamais, à aucun moment. M. Félix Tshisekedi continue à dire que voilà, j'ai été élu, il n'y a pas eu. Mais produisez-nous, au minima, les résultats des dernières élections, bureau de vote par bureau de vote. Comme ça, le débat sera clos. J'avais commencé de ce côté, je reviens à vous pour la chute. Dernière prise de parole en guise de conclusion. Emmanuel Tchibambe. Vous avez, je vous donne 1 minute 30 en
guise de conclusion. Mais moi, je n'ai pas commenté le dossier John. Ah oui. Toutes les excuses. Oui, vous ramassez les tout, hein, comme ça. Vous avez raison, toutes mes excuses en tout cas. Oui, Numbi et Nanga. Ces propos de John Numbi, je veux d'abord J'ai omis en tout cas, désolé. Dire à mon co-débatteur et aux téléspectateurs que le prix Nobel, M. Alfred Nobel, c'est un Norvégien. Il avait créé... c'est un prix, oui, c'est un prix honorifique. C'est un Norvégien qui n'a rien à voir avec le monde entier. Hein? C'est comme... Mais hier, vous n'aviez pas dit ça. Quand on avait octroyé les prix à Mukwege, tous étions fiers. Hier, on se préparait, on cherchait à savoir c'était quoi le prix Nobel. Aujourd'hui, nous avons la réponse pour dire que c'est juste une structure. Voilà. En tout cas, nous avons de la matière. Non, hier, nous avons eu le temps de chercher, de savoir ce qui en était au fait. Et aujourd'hui, nous avons la réponse. C'est pourquoi nous le disons ici à la population. Écoutez, nous avons un docteur. Nous avons un médecin au Congo. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. S'il vous plaît. C'est une fierté pour la République. Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Excusez-moi. Hein. Ce monsieur a été couronné en 2019 dans une grande université au Japon, à Tokyo. Je cherchais le nom de l'université, c'est l'université Hideo Noguchi. Pour sa recherche, la recherche contre l'éradication de l'épidémie Ebola. Voilà les fiertés que nous avons dans notre... D'accord, revenons à la question. Non, c'est très important. Vous nous amenez, Jean-Jacques, comment il s'appelle Mukwege. Tout ça parce que, bon, je ne minimise pas le travail qu'il a fait. En tout cas, je suis reconnaissant. Il a sauvé beaucoup d'âmes, beaucoup de nos mamans au niveau de l'Est. Même si ce que nous apprenons, il y a eu des trafics, ça, il faut que nous puissions enquêter. Mais écoutez, on ne peut pas négliger quelqu'un comme Jean-Jacques Mouyembe. On a compris le message. Parlons de Numbi. Donc il y a des gens que nous devons hisser. Je vous en prie. Il y a des gens que nous devons vraiment élever en dignité et encenser comme les Jean-Jacques Mouyembe. Voilà des références Parlons de Numbi parce que lui n'aura que... Et puis, selon les informations que j'ai, il faut vraiment que... Selon les informations que nous avons, le 910 partis politiques publiés par le ministère de l'Intérieur et regroupement, il semblerait qu'il n'y a pas la Mouka. Ça, c'est à suivre. C'est la question que j'ai posée, mais il a dit que... Ça, c'est la question à suivre. S'il n'y a pas la Mouka... Non, j'ai dit il semblerait. Moi, on m'a appris en journalisme. Si vous devant le doute, on s'abstient. Vous n'êtes pas certain. On s'abstient. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé les conditionnels. Il semblerait que parmi les 910 partis et regroupements publiés au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas la Mouka. Donc, il faut alors, Numbi, en une minute. Cher ami, la question de John Numbi, tout le monde connaît. Ce qui arrive avec M. John Numbi, d'abord c'est un pseudo-général, parce que nous avons enquêté sur lui, ce n'est pas un général formé. Il est devenu général en 96 avec l'AFDEL. Et pendant qu'en 95, il était le président entre 90 et 96, il était le président de la jeunesse de Juferi au Katanga, avec le Ngunza Karlibol. Il était activement dans la vie politique et en 96, il devient général. Donc c'est incompréhensible. Dans le monde entier, c'est impossible que quelqu'un intègre l'armée et une année devient général. C'est impossible, ça ne s'est jamais fait au monde. Mais seulement avec le pouvoir AFDEL. J'aurais appris que les postes qu'il a en Afrique, ils sont au sein de l'armée, ils sont qu'à 2. Voilà. Le très haut gradé, parce que ça n'existe pas. Et nous devons savoir, et vous savez, nous devons savoir pourquoi enjamber, pourquoi flamber des grades. Donc, il y avait quelque chose qui s'est préparé en son. Nous devons enquêter sur ça. Donc, ce monsieur-là, c'était un civil d'abord. Je vous ai dit, il était à la jeunesse, il était à la Juferi, la jeunesse de Luferi. Il n'a pas suivi il n'a pas suivi le cursus normal qu'ont suivi des gens comme par exemple des Christian Chiwewe, Songesa, le chef d'état-major. Vous voyez le général Ephraim Kabikirizi. Vous voyez des généraux comme Jean Daiwel. Vous voyez un peu ces généraux de Bob Kiloubi. Donc lui n'a pas suivi ce cursus-là normal. Donc ce n'est pas un général. Deuxièmement, je vais un peu ruminer les pensées de nos compatriotes. Réfléchissons un peu 4 ans, 5 ans en arrière. En 2017, après l'accord, c'était quoi? L'accord de la SENCO. Vous savez que le poste du Premier ministre est revenu à l'UDPS, là où nous appartenions. Le poste du Premier ministre nous revenait à nous. Là où vous appartenez jusqu'ici. Oui. Vous savez, le papa Etienne Tshisekedi avait déjà envoyé le nom de celui qui devait représenter l'UDPS comme candidat Premier ministre
après l'accord de la Saint-Sylvestre. Tout le monde, et Martin Fayulu, nos vieux, le Délice, tout le monde s'était accommodé pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on a expédié même le nom de Félix Tshisekedi chez M. Kabila pour que celui-ci puisse nommer Félix Tshisekedi. Il n'a jamais voulu. Vous connaissez, c'est une histoire récente. Ouais. Kabila qui n'a jamais voulu faire de Tshisekedi son premier ministre. Par quelle alchimie Kabila accepterait président de la République, cher ami? Nous sommes intellectuels. Mais est-ce que nous sommes intellectuels. Les menaces de Numbi, vous prenez ça au sérieux? Écoutez, je vais d'abord dire une chose. Ou pas? Ce pays n'appartient pas à Numbi. Tout à fait. Ce pays n'appartient pas à John Numbi. Si vraiment lui se sent capable et que c'est les propos qu'il a utilisés, vraiment, ça vient de lui, qu'il vienne l'utiliser ici au pays. Merci. Personne ne l'a chassé ici. Personne ne l'a chassé ici. Ah, John Numbi, après les élections de 2018, le chef de l'État sortant cherchait à rencontrer le président entrant pour s'assurer de sa sécurité, lui, de sa famille, et tout consort, et patati, patati. Parmi les gens que l'ancien chef de l'État a envoyé, il a envoyé M. John Numbi. Maintenant, M. John Numbi croyait être dans la cour du roi, parce qu'on doit sécuriser l'ancien chef de l'État. Voilà, exactement. Ah bon? Donc, lui, maintenant, croyait être le protégé de la République, il peut faire n'importe quoi. Mais le chef d'État, quand parce qu'il était l'inspecteur général des FARDC. Négocier la sécurité. Non, ça se passe partout au monde. Okay. Le président sortant parle avec les nouveaux, oui. Voilà, pour s'assurer de sa sécurité, lui et sa femme, sa famille, tout. Ça se passe partout au monde. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça se passe ainsi. Alors, John Numbi a cru que... Bon, malheureusement, c'est la fin. Malheureusement. Parti remise, on peut vous retrouver prochainement. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes UDPS. Oui. Candidat à la Lukunga. Arrête-moi ça, sinon on va vous arrêter. Non, moi je ne parle pas de mon numéro. Tout le monde sait que je suis à Lukunga. À Lukunga. Arrête là. Voilà, c'est tout. Mais ajouter? Non, je l'ai rien dit. Merci beaucoup. Yves Badjogo, c'est avec vous nous allons boucler. J'aurais pu souhaiter que je puisse en découdre avec Yves Badjogo. Et en ce moment-là, on comprendrait qui est. Il ne s'est pas présent. Malheureusement. C'était malgré lui à ça. Malgré lui. Vous avez la parole en chute. Merci. Vous savez, peut-être que nos amis de l'IDPS, ils sont en train de s'informer sur la question du prix Nobel. Il faut qu'ils s'informent encore plus. Le prix Nobel, pourquoi ça a eu cette portée? Parce que c'est les frères Nobel qui ont inventé la dynamite, du moins dans la forme ancienne. Et ils se sont rendus compte que leur invention, au lieu de faire du bien... Il faut parler de l'initiateur. Et puis ça accommode maintenant la famille. Je connais l'histoire. J'ai le temps de parler sur ça pendant 6-7 mois. Oui, merci. Oui. Alors, pour apporter une contribution contraire à ce que leur œuvre, qui avait été déjà répandue dans le monde et qui faisait des dégâts... l'œuvre d'Alfred. Pour apporter une compensation, ils ont inventé le prix Nobel. C'est-à-dire promouvoir ceux qui font et qui mettent en œuvre la recherche de la paix. Des bonnes œuvres, en fait. Voilà. Donc, avant de vouloir aller fustiger le prix Nobel, il faut connaître... d'individus, tout ça. Voilà. Il faut connaître l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, malheureusement, on aboutira à ça. Et comme j'ai dit tout à l'heure, M. Tshibambe peut se prévaloir, il peut dire tout ce qu'il veut, mais il est certain que M. Félix Tshisekedi sait qu'il a signé un deal avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, la réalité le rattrape. C'était juste pour assurer la sécurité de Kabila. Mais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Comment est-ce que dans une république normale, des gens qui se prévalent démocrates doivent négocier la sécurité des individus au cas par cas? Alors il lui fallut aussi que moi j'aille négocier ma sécurité avec M. Félix Tshisekedi, parce qu'il a accordé sécurité à M. Joseph Kabila. Ils nous ont dit ici que M. Joseph Kabila était un Rwandais. Ils nous ont dit ici que M. Joseph Kabila est arrivé par usurpation. Ils nous ont dit que M. Joseph Kabila a tué, que M. Joseph Kabila a volé. Et ils sont les premiers à assurer la sécurité d'un tel homme. Ils sont les premiers à négocier sa sécurité. C'est extrêmement grave. Alors pour quel intérêt ils offriraient, ils négocieraient la sécurité de cet homme? Parce que lui, il a posé la question, pourquoi est-ce que Joseph Kabila accepterait d'avoir M. Félix Tshisekedi comme président? Alors pour quel intérêt ils accepteraient de négocier? Ils ont accepté et ils ont négocié la sécurité de M. Joseph Kabila jusqu'aujourd'hui. Si ça n'a jamais été fait, pourquoi M. Joseph Kabila, accusé de tous les crimes et de tous les maux d'Israël, n'a jamais été mis en accusation devant la justice? Pourquoi? Voilà les questions essentielles, les questions fondamentales. Donc il y a un problème sérieux. Aujourd'hui, l'IDPS a montré ses limites, toutes ses limites, et la lettre n'a jamais été ouverte. La lettre du Sphinx n'a jamais été ouverte
par Joseph Kabila. Elle est restée intacte. Il n'a jamais ouvert pour que Chiba me dise que c'était le nom de Joseph Kabila. D'ailleurs, il y a un de leurs, j'ai oublié, Moubaké, qui se prévalait, qui disait que c'était plutôt lui et non Félix Tshisekedi qui avait été... et encore que... M. Félix Tshisekedi, du vivant d'Étienne Tshisekedi, n'a jamais occupé des postes clés de responsabilité. On lui a donné un poste parce qu'il était en Europe. On lui a dit, voilà, occupe-toi des affaires étrangères. Comme tu es en Europe, là-bas, tu as passé 40 ans là-bas, qu'est-ce que tu faisais? Je ne sais pas. Mukwege attend toujours sa réponse. Alors, occupe-toi de ça. C'est plus simple pour toi là-bas et c'est plus accommodant pour toi. Yves Badjogo, merci d'être venu. Vous êtes Essidé, vous êtes Lamouka. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre disponibilité. Cher Emmanuel, c'est un plaisir. Merci à vous. Merci. Yves, merci pour cet honneur. C'est la fin. Nous allons vous retrouver demain à la même heure avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, allais-je dire, abonnez-vous, continuez à vous abonner à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Molo Kanto, merci à Brandon Milano pour la réalisation, merci également à Bomolo Jérémy, merci à Rod, merci à l'assistance de Léon Calou. Merci et au revoir.